Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de janvier. Dans cette vidéo du coup j'ai 4 romans et 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous donnerai tout d'abord mon avis sur le tome 1 partie 2 des Chroniques des Fleurs d'Opale par Yelena. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Vous faites quoi pour Noël, on se marie par Karen Ponte. Puis ce sera au tour du roman Les Fjords de Santorin par Nick Alexander. Et enfin je terminerai côté roman avec Terre Nordique donc par James Eric, je sais pas. Côté graphique, je vous donnerai mon avis sur La Baie de l'Aquicorne, donc le dernier album par Kay O'Neill. Et puis je vous donnerai également mon avis sur le 4e tome de Magus of the Library. Je vais donc démarrer tout de suite avec les Chroniques des Fleurs d'Opale, la deuxième partie du premier tome, c'est ça. Donc par Yelena, cette première partie s'appelle La candeur de la rose et du coup donc elle est terminée en 2 parties et ensuite il y a une deuxième partie dont le premier tome est en cours le premier tome est sorti, le deuxième devrait sortir cette année qui traite d'un autre personnage dans le même univers, donc voilà, qui n'est pas directement lié. Pour ce qui est donc des Chroniques des Fleurs d'Opale, dans cette histoire on va suivre l'histoire de Diftil, donc c'est un récit de fantasy. On y suit l'histoire de Diftil qui est une jeune fille qui est une Neltiade, c'est en gros le peuple qui a été opprimé lors de la dernière guerre et qui maintenant est en vraiment très très mauvaise posture. Et donc Diftil avait un frère et une famille mais il y a eu donc un massacre dans son village, ses parents sont décédés, elle n'a plus de nouvelles de son frère, elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Et Diftil du coup a grandi dans un couvent. Elle va apprendre en fait au début du premier tome qu'elle a des pouvoirs particuliers, en tout cas qu'elle a un destin particulier qui l'attend. Et puis elle va se lancer finalement dans une très grande aventure avec plusieurs personnages et notamment donc un humain et puis ensuite d'autres personnages qu'elle va croiser au fur et à mesure de son aventure. C'est un récit que j'aime vraiment bien. Alors j'aime beaucoup la plume de Yelena, elle a une plume qui est assez travaillée, un langage assez soutenu voilà, c'est de la fantaisie quand même un peu descriptive avec pas mal de descriptions de l'univers, etc. Un soin dans les mots, donc c'est pas forcément ce qui se fait de plus accessible en termes de fantaisie, mais si vous aimez les univers bien détaillés et le soin porté au choix des mots, etc., je pense que ça vous plaira. Et puis donc ensuite voilà, on va suivre l'histoire, la quête de Diftil et de ses amis. J'avais lu la première partie il y a quasiment 3 ans je crois et je suis très facilement replongée dans l'univers. Alors faut dire que j'avais quand même encore assez bien en tête la première partie, il me manquait des éléments mais j'avais quand même assez bien en tête l'univers, donc c'est que ça avait été une bonne lecture qui m'avait suffisamment bien marquée pour que même 3 ans après j'ai toujours envie de lire la suite. Du coup donc en plus de ça dans ce tome-ci Yelena nous remet vraiment complètement en place l'histoire puisqu'on a un résumé qui commence vraiment par dans la partie 1 avec un résumé de plusieurs pages qui revient sur ce qui s'est passé. On a également une carte et puis après même dans l'histoire je trouve qu'on se remet assez bien dedans, on retourne assez vite avec les différents personnages. C'est un récit dans lequel il y a quand même pas mal de romance, je préfère prévenir, si vous êtes vraiment allergique à la romance ça risque de vous déplaire. Donc oui, il y a quand même pas mal de romances, pour ma part je l'aime bien, enfin je les aime bien puisqu'il y en a 2. Et puis, mais c'est pas un triangle amoureux. Et voilà, donc c'est un univers que je trouve intéressant, des personnages qui sont attachants. J'ai beaucoup aimé le fait, donc comme je disais, de replonger très facilement dans l'histoire. Après, comme dans le tome 1, même si je trouve que c'est quand même moins le cas ici, les personnages peuvent être parfois assez agaçants, ils font parfois des choix qu'on ne comprend pas forcément. Mais c'est quelque chose qui m'avait surtout marqué avec le premier tome où j'avais trouvé que Diftil était quand même parfois assez nouille et assez agaçante. Et ça a pas mal changé quand même dans ce tome 2, même s'il y a encore parfois quelques décisions un peu incompréhensibles. Je trouve que dans l'histoire il y a parfois quelques facilités mais qu'il y a aussi de très bonnes surprises, enfin des choses que j'avais pas du tout vu venir. Donc voilà, du coup ça s'équilibre plutôt bien et donc du coup ça a été à nouveau une belle découverte. Alors donc ce sont quand même des beaux bébés, hein. Il fait 600 et quelques pages je crois, 610 pages. Donc voilà. Et du coup je suis curieuse de découvrir La Fougue d'Ulysse, je crois que c'est comme ça que s'appelle la seconde partie, enfin oui le second tome dont j'ai déjà la première partie du coup chez moi. Donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 17/20.
Et du coup donc pour ce qui est des chroniques des fleurs d'opale, donc c'est une série qui est auto-éditée. Pour vous la procurer vous avez plusieurs moyens différents, soit vous pouvez l'acheter du coup dans ce format-ci sur le site de Yelena, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'informations, mais elle a également sorti un format en hardback assez récemment pour les 2 parties du premier tome, et ce format en hardback vous pouvez l'avoir, si je dis pas de bêtises, sur Book on Demand. Puisque du coup donc, c'est de l'impression à la demande, mais en hardback. Pareil, j'essaierai de vous mettre ça également en barre d'informations si ça vous intéresse. Ensuite, je me suis donc lancée dans Vous faites quoi pour Noël, on se marie par Karen Ponte, qui est donc la suite de Vous faites quoi pour Noël qu'elle avait sorti l'année dernière. C'est publié aux éditions Michel Lafon, je l'ai reçu de leur part en version numérique. Alors pour Vous faites quoi pour Noël, le premier m'avait vraiment plu, j'avais trouvé ça très drôle, je trouvais ça très sympathique à suivre. C'était assez cliché dans le côté romance de Noël, mais franchement j'avais trouvé ça très sympa. On y suit l'histoire d'une jeune femme qui à la suite d'une soirée un peu arrosée en entreprise, fait des choses avec l'un de ses collègues dans un parking, sauf que les caméras vidéosurveillance venaient d'être installées et que du coup ces ébats ont été filmés, et du coup elle décide en fait d'aller voir son gardien pour lui demander à tout prix d'effacer ces bandes compromettantes, et son gardien en fait accepte, en l'échange de quoi elle doit l'accompagner pour rendre visite à sa famille, pour se faire passer pour sa copine, que ses parents et sa famille arrêtent de lui poser plein de questions sur mais alors t'es toujours tout seul, et puis t'as une copine, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, etc. Donc voilà, du coup elle jouait le jeu, et puis donc ils se retrouvent ensemble dans un village à la montagne qui s'appelle Santa les 2 sapins, et qui est le cliché parfait du village de Noël. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle et très sympa. Donc ici on retrouve à nouveau les 2 personnages, ils retournent donc à Santa les 2 sapins, et en plus de ça il y a un mariage qui est prévu à Santa dans la famille, donc voilà, du coup ça tourne pas mal autour de tout ça. Et puis Santa les 2 sapins est en compétition, fait partie je crois des 3 villages en compétition pour savoir quel sera le meilleur village de Noël cette année-là. Donc voilà, l'ambiance de Noël etc, ça c'était assez fidèle à ce qu'il y avait dans le premier tome, c'était également assez drôle, les personnages sont plutôt sympas, ça fait plaisir de revoir tout le monde. En revanche, ce tome-ci n'a vraiment pas aussi bien fonctionné que moi, que le premier avec moi, dans le sens où j'ai trouvé que, bon, alors il y a beaucoup de stéréotypes, c'était déjà le cas dans le premier, mais là voilà, il y en avait vraiment beaucoup. Et puis surtout, en fait, il y a une nouvelle arrivante dans la famille, qui est la copine du frère, et je trouve que les personnages en fait s'acharnent beaucoup sur elle, et qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes par rapport à elle. En gros c'est la copine mannequin du frère qui est lui aussi mannequin, et il y a beaucoup d'acharnement sur elle, sur le fait qu'elle est mince, sur le fait qu'elle mange rien, que si elle fait de la luge elle va s'envoler, que si elle mange un cookie elle va exploser, enfin bref voilà. Je trouve que c'était un peu trop acharnée sur Anastasie, oui en plus ça s'appelle Anastasie, mais voilà, je trouvais que c'était un peu exagéré et qu'il y avait beaucoup de blagues sur elle, et je trouvais ça assez lourd. Déjà dès le début j'étais pas hyper convaincue, mais en plus ça se répète quand même beaucoup, et puis en plus de ça je trouvais que c'était un personnage sur lequel il y avait quand même peut-être des choses à dire, et en fait non. Voilà, et c'est un personnage qui sert juste en fait à mettre une compétition entre 2 personnages féminins, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, pas franchement convaincue avec ce tome 2, c'est dommage, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je lui ai mis du coup la note de 13/20. Ensuite, je me suis lancée dans Les Fjords de Santorin par Nick Alexander, donc c'est publié chez Amazon Crossing. Ces romans-ci, vous pouvez les trouver sur Amazon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres moyens de se les procurer. Sur Amazon ils sont vendus au prix de 10 €, en sachant que, enfin 9,99 €, en sachant que c'est un grand format en soft touch. Et pour ma part j'aime vraiment beaucoup les histoires de Nick Alexander. La seule que je n'ai pas lue pour l'instant c'est À la poursuite de Zoé, qui est son dernier qui vient de sortir. J'ai lu tous ses autres et j'aime beaucoup tous ces romans. Ce sont des romans soit contemporains, soit entre contemporains et historiques, avec toujours des secrets de famille qui explorent beaucoup les relations familiales en règle générale. Donc voilà, c'est des titres que je trouve très sensibles, j'aime beaucoup l'écriture ou la traduction en tout cas de Nick Alexander, puisque c'est du coup un auteur anglais mais qui habite en France. Du coup dans cette histoire-ci, donc Les Fjords de Santorin, on suit 2 temporalités et du coup 2 narrations qui sont celles d'une mère et de sa fille. On les suit du coup à peu près au même âge, lorsqu'elles ont entre 18 et 19 ans, quelque chose comme ça, à peu près cet âge-là.
Et donc du coup l'histoire de la fille, c'est l'histoire de Becky, c'est une jeune fille qui a grandi du coup juste avec sa mère, qui ne sait pas qui est son père, qui n'en a jamais entendu parler, sa mère refuse catégoriquement d'en parler, et du coup elle s'interroge beaucoup là-dessus. L'histoire de la mère, du coup c'est l'histoire de Laura, quand c'est une jeune adolescente du coup anglaise, enfin une jeune adulte anglaise, qui rencontre un garçon dans une fête alors qu'elle est assez alcoolisée, et qui tombe immédiatement sous son charme et qui décide de le suivre en Grèce, puisque lui en fait propose de l'emmener à Santorin, là où elle rêve d'aller, c'est vraiment voilà, son plus grand rêve, et ils décident d'y aller ensemble. Mais voilà, il va y avoir des problèmes entre eux, ça va pas forcément bien se passer. C'est des passages qui sont assez compliqués à lire, surtout je trouve au tout début en fait, puisqu'au tout début on comprend pas très bien ce qui se passe. Puis moi qui ai l'habitude des romances de Nick Alexander, je comprenais pas trop parce que c'est pas son genre. Puis il y avait des propos un peu limites, etc. Et je savais pas trop, je trouvais ça bizarre venant de lui. Et en fait donc c'est fait effectivement pour dénoncer la relation qui va s'installer entre eux, enfin ce qui se passe entre eux. Qui n'est pas du tout une relation saine, et puis pour montrer le reste de ce qui va se passer après, le reste de l'histoire de Laura. Donc ouais, ça peut être un peu déstabilisant au début. Et donc ensuite, Becky et Laura vont... Enfin, Laura va décider, suite à je sais plus quelle annonce, de quitter son travail. Enfin, elle a déjà quitté son travail, mais elle va décider de partir en Grèce, et du coup de repartir avec sa fille à Santorin, en sachant du coup que sa fille ne sait pas du tout que sa mère y est déjà allée, elle ignore tout des événements que nous on va suivre également en parallèle. Mais voilà, donc du coup il y a ces deux temporalités sur l'île de Santorin. J'ai du coup, une fois passé le côté un petit peu déstabilisant du début du récit, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout pour l'histoire de Laura que j'ai trouvé, donc de la mère, que j'ai trouvé vraiment hyper touchante. L'histoire de la fille, je m'y suis un peu moins attachée, c'est une histoire un peu plus classique on va dire, de fille qui cherche un peu ses origines, qui se pose des questions, qui vit sa vie de jeune adulte, etc. Ça m'a un peu moins convaincue, même si j'ai bien aimé comment ça se regroupe à la fin. Après je trouve que la fin est un peu trop rose pour paraître complètement juste, mais elle est très jolie, mais voilà, peut-être pas complètement du coup crédible. Mais sinon c'est un titre que j'ai beaucoup aimé, qui parle du coup de relations abusives, et qui en parle de manière je trouve très juste et très bien faite. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit à nouveau de Nick Alexander, même si cette fin était un petit peu trop. Mais voilà, j'ai encore passé un bon moment avec son histoire, et du coup donc j'ai mis la note de 15 sur 20 à ce récit. Pour terminer du coup côté roman, j'ai donc lu Terre nordique par James Herrick aux éditions donc Rainbow, qui est en fait donc la collection young adulte des éditions MXM. C'est du coup un titre, donc c'est la collection Rainbow mais chez MXM. Donc c'est un titre dans lequel il y a une romance gay, mais qui se passe du coup ici dans un contexte viking. Donc à l'époque de l'ère viking en Islande, et c'est un stand-alone, enfin ce qui est écrit derrière, donc c'est un one-shot, c'est un tome unique, ce n'est pas une série, ce n'est pas un début de série. C'est un récit que j'ai pas apprécié, on va dire ça comme ça. En fait, donc dans cette histoire, on suit l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Cole, qui est un jeune garçon de 12 ans au début du récit, mais qui est un peu chétif, etc. Et du coup, il a du mal à trouver sa place dans le monde des Vikings. Et en fait, il va retenir l'attention d'une femme Seith, qui est... Ils avaient expliqué pour la prononciation, mais bon, c'était pas forcément très clair. Qui est en gros donc une sorte de sorcière, de chamane, et elle va décider de le prendre comme apprenti. Donc lui, ça lui permet d'échapper un petit peu aux contraintes vikings, que ce soit le côté fermier ou bien guerrier, qui ne lui correspondent pas trop. Et puis par contre il est très lié d'amitié, mais plus encore, avec un jeune garçon avec lequel il a grandi, qui lui est appelé à devenir un chef de tribu. Donc voilà, du coup on suit finalement leur relation, et puis lui son apprentissage de chaman en quelque sorte, des runes, etc. Et puis en plus de ça, donc il y a pas mal de changements, un roi en face qui décide un petit peu d'interdire tout ce qui est justement des pratiques des anciens dieux, des runes, etc. Pour amener le christianisme, si je dis pas de bêtises. Voilà, alors je trouvais le contexte historique plutôt intéressant, comme le côté chaman, runes, etc. Tout ça j'aimais bien le point de départ, mais c'est un roman que j'ai trouvé assez lent, et puis qui est assez lent, et finalement il y a beaucoup d'ellipses, donc ça se passe sur de très nombreuses années.
pour un titre qui fait 270 pages. Du coup finalement ce qui est écrit c'est assez... ouais, c'est pas forcément très creusé, puis il y a beaucoup d'ellipses. Les personnages m'ont pas plus attachée, enfin je me suis pas attachée aux personnages, j'ai pas été captivée par ce qui leur arrivait, je m'en fichais pas mal. J'aurais pu arrêter le récit même 20 pages ou 10 pages avant la fin, je pense que ça m'aurait pas plus impacté que ça. Donc voilà, malheureusement ça m'a pas trop fonctionné avec moi, et puis en plus de ça j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques soucis de traduction à l'intérieur du récit. Plusieurs fois pendant le récit j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits trucs qui n'étaient pas forcément très bien faits, et puis à la fin on nous parle des ailerons d'un phoque. Bon bah voilà, typiquement c'est une erreur de traduction et c'est dommage. Donc voilà, du coup c'est un récit qui m'a pas franchement convaincue, tant pis. Ouais, tant pis, j'étais attirée par le contexte etc, mais ça l'a pas trop fait avec moi, j'ai mis la note de 11 sur 20. Et ensuite du coup j'ai découvert côté graphique tout d'abord donc La Bête de l'Aquicorne par Kay O'Neill aux éditions Bliss, donc qui est le nouveau titre de l'auteurice du Cercle du Dragonté. On est ici vraiment sur le même type de dessin, très coloré, très doux, sans contour, ce que j'aime beaucoup, et voilà, je trouve ça vraiment super chouette. Et du coup donc dans ce récit on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Lana. Et avec son père ils vont décider de se rendre au village dans lequel je crois que le père vivait autrefois, et ils se rendent du coup chez la sœur du père je crois, chez la tante de Lana, et finalement en fait il y a de plus en plus de tempêtes qui frappent son village, c'est un village côtier, il y a de plus en plus de tempêtes qui le frappent et ils ont du mal à comprendre ce qui se passe, donc on va avoir ensuite tout un message écologique que Lana va découvrir. Elle va découvrir en fait que sa tante avait connaissance de tout ça, mais que ce sont des choses qu'elle a un peu occultées. Sa tante est pêcheuse, et puis de manière générale que ce village-là, etc., a tendance à trop tirer sur la corde des ressources de l'océan et des ressources naturelles de manière générale qu'il y a à cet endroit-là, et a tendance à trop en demander pour chercher à plus se développer, etc. Et du coup, c'est ce qui fait également qu'ils subissent en fait pas mal de conséquences. Donc voilà, c'est un titre vraiment très mignon, avec un joli message écologique et des dessins très mignons. Le personnage de Lana est très chou aussi. J'ai bien aimé également le personnage de la tante. C'est comme toujours avec Kay O'Neill, il y a beaucoup de diversité, que ce soit en termes d'ethnie, puisque la tante est plutôt typée. Et puis on a également, donc c'était la tante qu'on avait tout à l'heure. Et puis on a également des personnages LGBT dans le récit, donc voilà, comme ce que fait généralement cette auteuriste. Donc voilà, c'était vraiment très chouette, j'ai passé un très bon moment avec, du coup je suis curieuse de découvrir la suite des œuvres de Kay O'Neill. J'ai déjà donc Princesse, et puis j'attends avec très grande impatience le festival du Dragonté qui du coup reviendra dans l'univers du Dragonté que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et donc du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 à cette bande dessinée. Et pour terminer du coup ce point lecture, je vais donc vous parler de mon avis sur Magus of the Library par Mitsu Izumi, donc le tome 4 aux éditions Kiun. C'est donc un manga dans lequel on suit l'histoire de Shio, qui est un jeune garçon qui rêve de devenir Kahuna. Les Kahuna, ce sont les bibliothécaires qui règnent sur une grande bibliothèque, et sur la grande bibliothèque générale qui réunit plusieurs peuples, plusieurs royaumes, etc. Et donc lui il rêve de devenir Kahuna. Dans le premier tome on avait du coup sa rencontre avec les Kahuna, le deuxième c'est son voyage pour aller passer les épreuves, le troisième c'est les épreuves, et donc là il commence à entrer un peu plus dans l'histoire en elle-même si on veut, je pense. Alors j'ai eu du mal avec ce tome-ci, comme toujours, comme d'habitude par contre, les dessins sont absolument à tomber par terre. C'est du coup un titre dans lequel les livres sont très importants, la bibliothèque est très importante, et puis qui se passe donc dans un univers plutôt oriental. Et voilà, je trouve que les dessins sont vraiment à tomber. Mais en fait, du coup, donc là, Shio arrive du coup dans l'école, et du coup, on a une multitude de personnages qui sont présentés, et certains se ressemblent vraiment. Du coup, je trouve que c'est assez compliqué de bien réussir à identifier chacun. Donc voilà, c'est principalement pour ça que j'ai eu du mal. Et puis finalement, il se passe pas grand chose à part qu'on nous introduit à plein de personnages différents, et qu'on a du mal pour l'instant
à bien les identifier, à voir le rôle de chacun. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Après bon, j'ai quand même mis la note de 15/20, j'ai quand même passé un bon moment avec ce récil, mais c'est vrai que les autres tomes avaient habitué à un peu plus d'action et moins de personnages. Donc un peu plus facile à saisir peut-être aussi. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous connaissez déjà peut-être certains de ces auteurs, si je vous ai donné envie d'en découvrir sinon. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!